Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de 2018 de votre magazine transfrontalier, préparé comme chaque mois par les rédactions de la RAI Valle d'Aosta et de France 3 Alpes. Renato, buongiorno. Ciao, grazie dell'accoglienza ovviamente. Benvenuto nel nostro studio. Bienvenue sur le plateau de nos studios grenoblois. Alors pour cette dernière émission de l'année, nous avons choisi de revisiter quelques thèmes clés de l'actualité de 2018 grâce à la présence, c'est une habitude, de plusieurs invités italiens, français et bien sûr suisses. Oui, nos trois invités qui sont des observateurs ou des acteurs de l'actualité, des actualités dont on va vous parler, mais avant de nous replonger sur les faits marquants de 2018, on ne pouvait pas ne pas le faire réagir sur l'actualité dominante actuellement en France, à savoir la situation de blocage avec les gilets jaunes ou bien les gilets gialli, comme on a appris à le connaître aussi chez nous en Italie, non? Oui, alors René, on ne va pas reproposer à nos téléspectateurs pour la énième fois ces images qui ont fait le tour du monde des Champs-Élysées dévastés ou de l'Arc de Triomphe saccagé. Non, pour savoir d'où vient ce mouvement, eh bien, je vous propose de regarder l'un des tout premiers sujets que la rédaction de France 3 Alpes avait consacré à ce phénomène gilet jaune. C'était à l'issue du premier week-end de mobilisation sur les routes, quelque part, regardez, entre Savoie et Haute-Savoie. Le commentaire est signé Damien Borelli. Bonjour monsieur, le péage est gratuit aujourd'hui, on récupère juste le billet. Ce lundi, Alexandra collectionne les tickets d'autoroute et les sourires des automobilistes. Gratuité du péage oblige. Cette jeune nounou a rejoint d'autres gilets jaunes à la barrière d'Annecy-Nord. Pour elle, ce mouvement transcende les sensibilités politiques. Chacun a ses idées, on n'en a même pas forcément parlé entre nous et c'est bien que chacun garde ses idées dans son coin et que voilà, ça se passe très bien comme ça. Ici, pas de blocage. La solidarité s'organise autour d'un bras zéro dans une ambiance bon enfant. Samedi, j'étais là toute la journée. Aujourd'hui, mon travail fait que je ne peux pas m'absenter. La petite pause du midi, voilà, on ramène du bois pour les copains. Et puis ce soir, à 5h, on va revenir ici. À la barrière de Chambéry-Nord, la même opération mobilise une soixantaine de gilets jaunes. Audrey, Serveuse et Valérie, au chômage, vivent avec moins de 1 000 € par mois. Quand on voit que nous on ne peut plus vivre et qu'on nous taxe et qu'on a un gouvernement qui gaspille l'argent autrement, c'est un peu aberrant quoi. C'est un peu aberrant. Rien que pour les retraités. Moi je vois mon père. Mon père il a bossé toute sa vie, il était menuisier. Plus ça va, plus les années passent, plus on lui enlève de sa retraite, il n'arrive plus à vivre non plus. Aujourd'hui, que ce soit sur le plan de l'éducation de nos enfants, l'image que cette société donne en allant toujours vers le profit, en négligeant la valeur humaine qu'il y a en face de nous, on laisse nos vieux dans les EHPAD, on tape sur les salariés, on tape sur les automobilistes, on ne s'occupe pas des handicapés. On est obnubilé à aller chercher toujours l'argent parce qu'on est pressé et compressé. Et voilà donc pour cet esprit gilet jaune des débuts du mouvement. Notre premier invité est Victor Glacé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable éditorial du journal Confédéré du Valais en Suisse. Alors comment ce mouvement a été finalement considéré chez vous en Suisse? Alors, pour bien comprendre, on a les mêmes discussions aujourd'hui en Suisse par rapport à des augmentations de l'essence et du diesel pour compenser cette taxe CO2, mais elles se font dans notre système politique. Dans le calme, disons, voilà. Donc, le peuple sait qu'il aura de toute façon le dernier mot dans les urnes, donc c'est beaucoup plus calme. Donc, pas de gilets jaunes en Suisse? Alors, pas de gilets jaunes en Suisse. Il y a eu quelques velléités éventuellement de sortir, mais ça n'a pas été plus loin. Donc, c'est vrai que nous sommes à brevet news, on l'a souvent évoqué ici sur ce plateau, qui viennent des médias français. Ce que je trouve un petit peu particulier, entre guillemets, c'est qu'on a plus des images des cassages aux Champs-Élysées que des images sur qu'est-ce que veulent réellement les Gilets jaunes. Bon, le mouvement est un peu désorganisé, on a bien compris. Oui, pour un Suisse, ça doit être difficile à comprendre, ça. Oui, alors on comprend, et donc il y a quand même des grands clichés. Et un des grands clichés vient, je m'excuse de dire ici, mais un petit peu un peuple de râleurs, quand même, c'est ce qui ressort un peu dans les... Le village gaulois. Le village gaulois, un peuple de râleurs, un petit peu. Et pour ceux qui connaissent vraiment bien la France, comprennent effectivement le ras-le-bol par rapport à la pression fiscale, et comprennent effectivement qu'il y a un gros problème à régler. Mais il n'y a pas une défiance à l'égard des politiques en Suisse, comme on l'a entendu dans ce reportage qu'on vient de voir, là? Non, comme je l'ai dit avant, on a de toute façon le dernier mot. Vous pouvez élire des gens et après vous les désavouer dans les urnes lors de votation. Donc on n'a pas forcément ce problème. On a deux systèmes politiques différents. Et puis j'ai quand même l'impression que le système politique français aujourd'hui est à bout de souffle. Il faudra réinventer quelque chose.
Alors, ça demande per il nostro secondo Même ospite, question pour Maurizio notre Beria second invité, d'Argentina. Mauricio Beria Buongiorno, d'Argentina. rappresento lei, sindaco Vous di êtes Sauce di maire de Cesana, Sose in di Piemonte, Cesana, dans le soprattutto Piémont, presidente et surtout dell'Unione dei président de Comuni l'Union des communes olympiques de la Vialate et à le domaine skiable de Sestriere. Insomma, un comprensorio, tanto per comprendere, di Sestriere. Alors, Anche da voi, come comment stato est vu ce percepito mouvement de questo gilets movimento jaunes che è chez stato- vous, che ha colpito compte molto tenu l'Italia, du fait non qu'en soltanto Italie per il l'essence fatto coûte che encore plus l'Italia, cher qu'en insomma, France? vicina costa più Costa cara, più no? cara, tant'è che i miei concittadini. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour cette raison que nombre de mes concitoyens en profitent pour aller faire le plein à Briançon, qui est toute proche et où l'essence coûte moins cher. Alors comment se fait-il que vous n'ayez pas de gilets jaunes en Italie? Vous auriez d'autant plus de raisons d'en avoir. Non, chez nous, le débat actuel se concentre davantage sur la question du moteur diesel qui est mis en accusation en ce moment. Cela pourrait provoquer quelques blocages des routes, mais la protestation se fait sur un ton beaucoup plus modéré qu'en France. Mais il y a quelques années, il y a eu ce qu'on appelait le mouvement des Forconi. Oui, les Forconi, mais on n'a jamais bien compris ce qu'ils recherchaient vraiment. Moi, en tout cas, je n'y ai rien compris. Ça a été un feu de paille, pas plus. Je rappelle tout de même que ce mouvement a provoqué le blocage de plusieurs grandes villes italiennes. Oui, c'est vrai, il y a eu ces blocages des routes autour des grandes villes, mais le mouvement s'est terminé avant même que le gouvernement ne propose des contreparties pour sortir du blocage. Troisième invité, Alessandro Garrone, bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Alors, comment le maître de conférence piémontais à la faculté de Grenoble que vous êtes analyse-t-il ce mouvement des Gilets jaunes? Mais là aussi, il est tout à fait intéressant de comparer nos deux pays parce que ce qui s'est passé hier, c'était un retrait, du moins un moratoire de 6 mois sur cette nouvelle fiscalité écologique. Et immédiatement après, ce matin, le gouvernement italien a annoncé que pour l'instant, on n'allait pas mettre de nouvelles taxes sur le diesel et sur l'essence, comme il est également prévu par le programme du gouvernement. Donc là, il y a un effet de... Sinon de contagion. Exactement. Envie que cela ne se passe pas de la même manière. Mais on a beaucoup entendu évoquer la naissance du mouvement 5 étoiles en parallèle à ces gilets jaunes français. Est-ce qu'il y a un parallèle vraiment à créer entre ces 5 étoiles, le mouvement qui est né dans les années 2007-2008, avec une forte volonté de faire de l'antipolitica, d'aller contre les partis classiques, et qui est arrivé maintenant au pouvoir en Italie? Est-ce que le parallèle est possible, selon vous? C'est l'avenir nous le dira si ce mouvement va s'étendre ou finalement s'il va prendre fin avec les annonces d'hier. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait ce genre de sentiment de défiance par rapport aux élites qui gouvernent et le thème du ras-le-bol qui s'est répandu en Italie comme en France en ce moment. C'est un thème international. Voilà donc en tout cas pour ce phénomène gilet jaune qui est visiblement loin d'arrêter d'occuper les premières pages des journaux, ce qui nous donnera l'occasion d'en reparler bien sûr sur nos antennes, mais pas avant l'an prochain maintenant. René, on va revenir côté italien de la frontière des Alpes pour parler d'un autre mouvement de contestation, mais que l'on n'avait pas eu trop l'occasion d'entendre jusqu'alors. Hein. Oui, Fabrice regardait plutôt ces images d'une vraie marée humaine. C'était le mois dernier à Turin, 40 000 personnes se sont rassemblées pour dire oui à la construction du futur TGV Lyon-Turin. Alors nous avons la chance d'avoir ici sur ce plateau l'un des signataires de l'appel de ceux qu'on appelle les CITAV, opposés, vous l'avez compris, aux NOTAV, Alessandro Garrone. Pourquoi Giacone, excuse-moi. Pourquoi avoir adhéré à ce mouvement? En ce qui me concerne personnellement, c'est l'expérience directe parce que je fais ce voyage en train depuis presque 30 ans. Donc j'ai fait des centaines Et je pense que l'une des choses qu'on ne met pas souvent en évidence, c'est la manière dont fonctionne aujourd'hui ce train. C'est un train qui, certes, est un TGV français, mais qui circule à vitesse, on va dire, élevée, normale, jusqu'à Chambéry à peu près. Et ensuite, les quelques 200 km qui séparent Chambéry à Turin, pour une raison qui s'explique tout à fait par la topographie, c'est-à-dire les trains doivent monter jusqu'à Modane à 1200 mètres, descendre. La vitesse moyenne est autour de 40-50 km/h. Ce qui fait que c'est un TGV qui marche jusqu'à un moment donné et qui ne peut pas être relié au réseau en fait, italien. Alors, l'originalité de ce mouvement, Alessandro, c'est aussi qu'il a été lancé par 7 femmes, 7 professionnelles qui ont réussi dans leur métier. Certains les ont traités de grandes bourgeoises, mais en fait, ce sont des professionnels. Les 7 madamines, comme on dit leurs détracteurs, les 7 signore del sì, les dames du oui, comme disent les autres. En tout cas, elles ont réussi à faire descendre 40 000 personnes dans la rue. Comment vous expliquez cette réussite? Comment se fait-il que d'un seul coup, alors que ce projet, il existe depuis des lustres, il est dans les cartons depuis au moins 40 ans?
Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas véritablement un mouvement citave qui s'exprime. En général, c'était surtout les notaves qu'on a entendus pendant des années du côté de Val-de-Suse. Mais je pense que cela se greffe sur une situation locale, à savoir Turin. Depuis que la nouvelle administration est en place, cela se fait presque 2 ans, il y a un certain nombre de projets qui ont été bloqués. Le plus symbolique, le plus significatif, c'est bien sûr la candidature avortée de Turin aux Jeux Olympiques. Et donc, en effet, cela se greffe sur une situation locale, un certain nombre de travaux qui ont été bloqués, et la TAV n'est finalement que peut-être l'exemple le plus significatif de cette volonté de bloquer les travaux. Maurizio Berre d'Argentina, Comment ce mouvement favorable à la construction du TGV est-il perçu plus généralement dans le Piémont et chez vous, dans la haute vallée de Suse? Nous avons soutenu cette manifestation, mais pas en tant qu'élu, en tant que simple citoyen. On y est allé à cette manifestation, seulement pour dire que l'on croit que cette réalisation peut apporter des bénéfices au territoire, à la fois au Piémont, mais aussi à l'Italie et aux vallées alpines dans lesquelles nous vivons. Pour nous, cette connexion rapide des hommes et des marchandises avec la France fait partie de notre bagage culturel, de nos désirs de toujours. Et on croit beaucoup que ce mouvement qui vient de naître nous aidera à satisfaire cette ambition. Mais cela veut-il dire qu'il existe 2 vallées de Suse? Car ces dernières années, ce sont plutôt les protestations de la basse vallée de Suse contre le Lyon-Turin que l'on entendait. Alors moi je dis toujours qu'un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une centaine d'arbres qui poussent. La basse vallée de Suse, c'est plutôt l'arbre qui s'écroule et nous, la haute vallée, les 100 arbres qui poussent. Il a été proposé de faire un référendum dans le Piémont sur la question du TGV. Vous en pensez quoi? Précisons que c'est tout de même le président de la région Piémont qui a proposé de l'organiser. Avec tout le respect dû à Sergio Chiamparino, notre président de région, je suis totalement contre. Parce que lancer maintenant une consultation sur un projet qui a déjà été étudié, contre-examiné et en partie construit n'a franchement aucun sens. J'ajouterai un mot que la Constitution italienne interdit les référendums qui portent sur les traités internationaux. Donc légalement, on peut peut-être faire une sorte de référendum consultatif, mais cela ne peut pas avoir de valeur légale. Voilà. Allez, merci pour ce point de droit, Alessandro, qui est très important, effectivement. Et on va maintenant donner la parole de nouveau à notre collègue suisse pour parler d'une autre actualité dont on parle depuis des mois et qui a marqué l'année 2018, celle qui concerne le navire Aquarius, qui en 2 ans d'activité en Méditerranée a sauvé plus de 30 000 migrants de la noyade, un bateau qui a été l'objet de nombreuses polémiques entre Rome et Paris, notamment depuis que son accès au port italien a été interdit, Fabrice. Oui, et qu'au passage, on lui a retiré le droit d'arborer un drapeau panaméen, ce qui lui donnait l'autorisation d'intervenir en Méditerranée. Et c'est justement là qu'intervient la Suisse, Victor, puisque condamné à rester à Marseille, ancré au port, eh bien, un lobby lausannois s'est fait entendre pour donner le pavillon suisse à ce navire Aquarius. D'où vient cette idée qui semble saugrenue comme ça? J'adore ce terme Aquarius parce qu'en fait, c'est le nom du module lunaire qui a permis de sauver l'équipage d'Apollo 13, donc je trouve le clin d'œil assez intéressant. Ensuite, oui, alors c'est plutôt des interventions parlementaires au niveau de la Berne fédérale, où ça a commencé en demandant au Conseil fédéral de faire un droit d'exception parce que dans la législation sur la navigation, on a quand même des bateaux en Suisse, il est interdit d'avoir pavillon suisse si vous n'avez pas des activités centrées en Suisse ou bien une entreprise en Suisse. Et puis il y a eu effectivement une pétition de 25 000 personnes. Le Conseil fédéral a répondu qu'il fallait plutôt voir ce problème des migrants d'une manière globale et pas faire un précédent avec quelque chose comme ça. Comment est née cette idée? C'est un peu l'esprit Croix-Rouge de la Suisse, non? Oui, Henri Dunant est ressuscité? Oui, alors oui, non, mais c'est vrai que la Suisse a fait beaucoup dans l'humanitaire, mais je pense là le fait que ce soit médiatisé, la Suisse n'aime pas trop négocier quand c'est médiatisé. Ça peut être plutôt échouer. Et entrer dans les querelles, peut-être. Voilà. C'est peut-être, si ça avait été fait en sous-marin d'entrée, ça aurait peut-être abouti. Mais là, le fait que ce soit médiatisé a peut-être cassé le projet d'entrée. Oui, puisque cette semaine, le Conseil fédéral suisse a dit non. Impossible de lui donner le pavillon suisse. Donc, il est condamné à rester à quai, cet Aquarius. Alessandro Giacone, alors la question des migrants en ce moment est l'un des principaux thèmes de polémique depuis des mois entre la France et l'Italie. Matteo Salvini en a fait beaucoup de déclarations fracassantes pendant tout l'été sur ce navire Aquarius. Est-ce que l'Aquarius est devenu un instrument de propagande pour le ministre de l'Intérieur italien ? Certainement, parce que les flux existent depuis plusieurs années, mais
On n'est pas en ce moment dans une phase où les flux sont particulièrement importants. Il y a 2-3 ans, les flux étaient 3 fois plus importants entre la France et l'Italie. Et c'est vrai, ce qui a mis le feu aux poudres a été certes une erreur regrettable de la part des gendarmes français qui ont déposé 2 migrants du côté de Clavière, du côté de la frontière italienne. Mais encore une fois, il s'agissait d'un nombre tout à fait limité de personnes. C'est un accident, bien sûr, qui fait suite à ce qui s'était déjà passé à Bardonecchia il y a quelques mois, lorsque les gendarmes français étaient intervenus pour un contrôle dans un poste. Mais sur l'Aquarius, on est même allé jusqu'à enquêter, la justice italienne est même allée jusqu'à enquêter, alors sur ordre du ministre de l'Intérieur ou pas, sur les déchets laissés au port par le navire. Ça semble vraiment... Enfin, il a été vraiment instrumentalisé, ce navire, et le travail de cette ONG. Ce qui est certain, c'est qu'on ne fait pas de contrôle analogue pour tous les bateaux italiens ou internationaux qui se trouvent dans les eaux territoriales italiennes. Alors, vous parliez justement, vous avez un petit peu anticipé notre débat tel qu'on voulait le mener, mais enfin, vous en avez parlé, donc on va peut-être les voir, les images de ces migrants qui ont été ramenés côté italien à Clavière, en catimini, hein, en toute discrétion par la police française, et qui ont déclenché une campagne de presse et une campagne d'invective de Matteo Salvini à l'égard de la France. On les voit, ces images. Pourquoi elles ont provoqué tant d'émoi? Pourquoi est-ce que ça a aussi bien marché dans l'opinion? On a l'impression que la France et l'Italie ont vraiment des relations qui sont devenues vraiment très très compliquées à cause de ces histoires de migrants. C'est vrai que cela s'inscrit dans un terreau où ce n'est que le dernier épisode d'une longue série. Il y a eu bien sûr Vintimille en 2011 et encore une nouvelle fois en 2015. Et c'est vrai que la question de la gestion des frontières extérieures du côté de l'Italie, mais également intérieures du côté de la France, pose débat. Je rappelle simplement, cela n'est pas très connu, mais c'est depuis la COP 21, c'est-à-dire en 2015, que la France a décidé de suspendre les accords de Schengen avec l'Italie. Or, cela fait un certain temps que la COP 21 s'est terminée. Mais cela est toujours le prétexte pour fermer la frontière entre les deux pays. Du moins, fermer la frontière au mieux, donc là, ça fait accroître les contrôles. Vous êtes en train de dire la France n'est pas spécialement non plus tendre avec l'Italie. Je pense que chacun a ses torts dans cette question-là. Il faudra quand même trouver une solution commune. Maurizio Berra d'Argentina, abbiamo sentito... On l'a vu à l'instant, la gestion des frontières crée toujours des difficultés entre la France et l'Italie. En tant que maire de Sorose di Cesana, vous le vivez comment au quotidien? Je l'ai vécu avec beaucoup de difficultés dans un climat très pesant, surtout l'été dernier, aux côtés de mon collègue maire de Claviere. Dans son village sur la frontière avec la France, d'ordinaire si tranquille, sans problème, il s'est retrouvé d'un coup à gérer un gros problème humanitaire. Mais concrètement, comment vous avez vécu cette explosion médiatique? Oui, une vraie explosion médiatique qui était même souvent disproportionnée par rapport à la réalité du terrain. Car évidemment, nous avons essayé de mettre en place des mesures pour gérer cet afflux de migrants. Il suffit de donner un seul chiffre pour comprendre le phénomène, c'est celui du nombre de mineurs non accompagnés qui se sont présentés à la frontière. En 2 ans, leur nombre a été multiplié par 4. Vous imaginez les difficultés que l'on a eu à affronter dans notre vallée de Suse pour accueillir cette population-là. Nous avons parlé avec Alessandro des oppositions entre nos deux pays au niveau des gouvernements, mais au niveau local, entre communes de montagne, italiennes ou françaises, on ressent cette tension ou on se parle encore? Non, au niveau local, nous sommes toujours sur la même longueur d'onde, on collabore toujours. Par exemple, au sein de la conférence intervallée, où je rencontre fréquemment mon collègue de Modane, Jean-Claude Raffin, on continue d'élaborer des projets transfrontaliers ensemble. Et la tension entre les gouvernements n'a rien changé, même après l'affaire des policiers français qui ont fait irruption à Bardonecchia, si vous vous souvenez. Benissimo. Alors, il y a des raisons d'espérer encore dans la collaboration franco-italienne. En tout cas, on va retrouver Victor pour parler un petit peu neige et pour féliciter la Suisse maintenant, hein, puisque la Suisse peut fêter un nouveau classement au patrimoine mondial. L'UNESCO vient de mettre sur la liste du patrimoine immatériel la gestion suisse du risque d'avalanche. Comment on a vécu ça chez toi? Comme une victoire? Non, pas une victoire, mais une reconnaissance. En même temps, il y a aussi le reggae jamaïcain et la dentellerie slovène, par exemple. Donc c'est plutôt, je dirais, une reconnaissance générale par rapport à... Ça inscrit effectivement la gestion des avalanches. C'est quelque chose qui est historique chez nous.
Et puis, mais l'Autriche aussi avait, par exemple, demandé cette reconnaissance. Quelle est la spécificité suisse en matière d'avalanche? On a le centre, à part le chien Barry, on a le centre d'études de la neige à Davos, et puis aussi les écoles polytechniques qui font beaucoup de travaux, notamment sur les glaciers et la neige. Donc il y a certainement un niveau qui se fait aussi en collaboration avec les Autrichiens, les Français et les Italiens. Oui, mais alors, nous aussi, en France, en Italie, on a plein de centres qui recherchent sur un centre d'études de la neige ici. Il y a la Fondation Montagna Sicura. Pourquoi l'UNESCO vous reconnaît meilleur que nous? Il faut leur demander. Bon, un tiers de la Suisse, c'est les Alpes quand même. Donc il y a quand même, en termes de proportion, beaucoup plus de montagnes en Suisse qu'en France ou en Italie. Alors là, on voit un hélicoptère, mais est-ce que le chien Saint-Bernard, traditionnel chien, y est pour quelque chose dans cette reconnaissance? Certainement dans l'image, mais il faut bien imaginer que le chien du Saint-Bernard n'a jamais eu de tonneau, encore moins d'alcool dans le tonneau. Et puis actuellement, on ne voit pas de chien de Saint-Bernard engagé sur des avalanches. C'est une image. Alors, si les Suisses peuvent bien fêter le classement à l'UNESCO pour leur savoir-faire en termes de gestion du risque des avalanches, ils ont en tout cas refusé de fêter d'avance leur désignation comme pays organisateur des JO d'hiver 2026. Au mois de juin dernier, vous le rappelez, les Valaisans ont dit non lors d'un référendum sur les JO et on se demande bien à ce point qui sera la ville qui pourra accueillir ces JO. Il en reste peu finalement. Oui, il en reste deux surtout. Milan-Cortina d'un côté et puis Stockholm de l'autre, mais Stockholm avec un conseil municipal qui n'a pas l'air d'être très enclin à accueillir ces Jeux, en fait. Maurizio, selon vous, Turin est maintenant définitivement hors de ce projet olympique? Au début, elle devait faire équipe avec Milan et Cortina, et puis ça n'a pas marché. Alors, à qui la faute? Je pense que les torts sont partagés. La maire de Turin ne semblait pas être vraiment convaincue de vouloir en être. Et puis, le comité olympique italien, depuis le début, misait tout sur Milan, une grande ville, plus connue que Turin à l'échelle mondiale, et qui avait l'avantage de donner plus de visibilité à ce projet et de redonner l'organisation des Jeux à l'Italie. Mais est-ce que Turin n'en demandait pas trop, seulement 20 ans après avoir eu déjà ces Jeux olympiques? Alors moi, il y a des années-lumière, en 2016, j'étais partisan de l'idée de faire une candidature commune entre les trois villes alpines qui ont accueilli les Jeux dans leur histoire. Turin, Grenoble et Albertville. À peu près tout à distance égale de Sestriere, environ 90 km. C'est une association transfrontalière qui aurait pu amener de l'innovation à tout point de vue. Et puis l'attribution des Jeux à Paris a un peu tué dans l'œuf ce projet et j'aurais bien aimé le recycler dans le cadre d'une nouvelle candidature de Turin. Mais les Piémontais étaient-ils prêts, seulement 20 ans après les Jeux de Turin, à accueillir une nouvelle Olympiade? Mais on était davantage prêts que tous les autres, simplement parce que tous nos équipements étaient déjà construits et prêts à être remis à jour pour une nouvelle aventure. Surtout dans le cadre de la nouvelle politique du Comité international olympique, de faire des Jeux moins chers, plus propres et financièrement transparents. Victor, pour revenir sur Sion quand même, Sion au mois de juin dernier, René le rappelait, a refusé ces Jeux. Quelles étaient les motivations des Suisses pour dire non, alors que Sion a été candidate aux Jeux tellement de fois? Alors, clairement, on n'a pas pu répondre à qui garantit un éventuel déficit en cas de problème. Donc, le peuple a décidé de refuser par 55% des voix un crédit d'engagement, en fait, somme toute de 100 millions pour ces Jeux olympiques. Et là, je fais un petit clin d'œil quand même à cette capacité du peuple. On a eu cette votation. Le lendemain, on a passé à autre chose. Il n'y a vraiment pas eu de... Il y avait beaucoup d'engouement dans la campagne. Le lendemain, c'était réglé. Alors, quoi qu'il en soit, de ces difficultés du point de vue organisationnel, on va quand même souhaiter bonne neige, bon hiver à tous les passionnés de sport d'hiver, non? Ah oui, alors que l'hiver s'ouvre, la saison de ski s'ouvre. Oui, René, rien de mieux pour cela que cette initiative suisse dont va nous parler Victor. On reste avec toi, Victor. Regardez plutôt les images de cette carte postale géante installée ces dernières semaines sur le glacier d'Aletsch. C'est chez toi, Victor, dans quel canton déjà? Dans le Valais. Dans le Valais. Vous avez tout dans le Valais. Regardez un petit peu ces images. Non, c'est pas celle-là. Voilà, là voici la bonne. Alors Victor, qu'est-ce que c'est que ce Dazibao, comme on dit en Asie? Pourquoi 1,5 degré? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement une carte postale géante XXL de 2500 mètres carrés qui a été écrite par des jeunes, pour des jeunes, et puis qui a été placée sur le glacier d'Aletsch, c'est le plus grand glacier des Alpes.
Il y en a 125 000, je crois, dessins. Dessins, oui, de cartes postales qui ont été envoyées, alors c'est très symbolique, de la poste la plus haute d'Europe, Jungfraujoch. Donc c'est tout un symbole des jeunes pour sensibiliser sur le climat. Et oui, 1,5 degré, ça vient des accords de Paris, ça. Oui. C'était pour limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique. On peut dire qu'on est plutôt mal parti, il me semble. Est-ce qu'en Suisse, on est mieux parti qu'ailleurs ? Non, parce que la pollution, c'est mondial, et le réchauffement, c'est mondial, mais c'est clair qu'effectivement, on voit, on a eu pas mal de sécheresse, donc les gens prennent conscience, et on voit déjà dans les thèmes des futures élections fédérales que l'écologie ou l'environnement prendra une part très importante. Sur votre domaine de la Via Lattea, la saison va s'ouvrir avec toujours cette évidence du réchauffement climatique qu'il faut prendre en compte. Les risques liés au réchauffement climatique, ce sont d'abord les gens comme nous qui vivent de la neige, qui en subiront les premiers effets. On dispose maintenant de dizaines de modèles mathématiques qui nous disent tous que vers 2030, les stations situées en dessous de 1500 mètres auront peu ou pas de neige. Nous avons la chance, nous, d'avoir un domaine qui s'étend au-dessus de cette limite, mais cela ne veut pas dire que nous sommes à l'abri du danger. Pour nous, il faudra aussi penser à des alternatives en cas de manque ou d'absence de neige, et puis trouver des solutions pour faire face à ces saisons d'hiver toujours plus courtes dans le temps. Grazie à Maurizio Berri d'Argentine. Merci à nos invités sur ce plateau. Et on va se quitter en nous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année. Oui, on est. Puis on se retrouvera bien sûr sur le plateau du Parlement européen de Strasbourg en janvier 2019. Une année qui sera décisive, on peut le dire, pour le vieux continent. Échéance électorale oblige, ce sera les élections européennes. On verra si l'Union sort renforcée ou pas de ce grand rendez-vous. En tout cas, ci vediamo dopo le feste. Au mois prochain. Auguri a tutti, ci vediamo. Ciao ciao.